Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Nous profitons de cette dernière conférence 2024 pour vous remercier, Michel et moi, pour le chemin parcouru ensemble cette année. Par la qualité de votre écoute, la qualité de vos pensées, et aussi de vos retours, votre régularité, tout ceci en ligne ou en direct, mais aussi votre soutien financier et votre soutien technique pour certains. Et nous savons que tout cela, c'est pas toujours facile à tenir sur la durée. Mais ça participe, il faut le savoir, à une avancée commune, à une créativité commune, et à co-construire ce réseau de pensée évolutive. Ça donne de l'énergie, du sens et de la joie à tout ce travail de groupe. Donc pour tout cela, encore merci. Bien, cette année, à travers le cycle « Un monde en devenir, accompagner une société en mutation », nous avons exploré ensemble certains grands domaines de notre société. Et vu combien derrière les apparences, derrière ces domaines que nous semblons bien connaître, se trouve un monde en devenir, qui ne demande qu'à être cultivé. Ainsi, la société telle qu'elle est n'est plus vue comme une fatalité, mais bien comme une société en mutation, une société à co-construire. Nous nous sommes concentrés spécifiquement sur certains secteurs, comme la religion, la politique, la finance, l'éducation et ce soir, la psychologie. Aussi, nous voulions dire un petit mot sur les scientifiques, la conférence que nous avons dû annuler. Ce domaine qui a pour mission de mettre en lumière les lois de l'âme et faire sortir l'humanité des croyances pour entrer dans le réel de la vie de groupe. Nous n'allons pas faire toute une conférence là-dessus, mais simplement une petite évocation. Dans l'histoire de l'humanité, la science a fait un bond considérable les 100 dernières années. Les progrès, les révolutions scientifiques dans la médecine, l'aéronautique, l'informatique, les transports et toutes les technologies qui font partie de notre quotidien sont telles qu'ils dépassent les visions des esprits les plus ouverts du siècle dernier. Et avec l'avènement du mental, et plus particulièrement de la science, des pans entiers de croyances se sont effondrés. En effet, grâce à elle, nous savons maintenant que la Terre, en fait, n'est pas plate, que les étoiles ne tournent pas autour de la Terre, que les récoltes ne seront pas meilleures en sacrifiant des animaux ou même des humains, ou que le nucléaire est beaucoup moins mortel que les usines à charbon, que les déplacements en voiture, ou encore que le sucre en surabondance dans la nourriture. La liste est longue, édifiante et sans appel pour nous montrer combien l'utilisation du mental par la science a permis à l'humanité de discerner entre le vrai et le faux, entre les croyances et le réel. Néanmoins, il est important de souligner que l'utilisation excessive du mental concret par la science a ses limites. En effet, jusqu'à maintenant, l'écrasante majorité des scientifiques s'est exclusivement concentrée sur l'aspect matériel et formel de la vie, en se faisant un point d'honneur à nier le domaine de la conscience, de l'esprit ou du divin. Un peu comme une réaction épidermique et compréhensible envers le monde de la religion, qui dominait à l'époque et qui a lourdement contribué à plonger l'humanité dans un obscurantisme dogmatique et délétère. Je vous renvoie à la conférence sur la religion pour cela. Mais la science de l'avenir, elle commencera à prendre au sérieux l'hypothèse de l'existence du divin, de l'âme, de la conscience, comme une énergie créatrice et à l'origine de tout ce qui existe. Lorsque la science, qui n'a de cesse de chercher la cause de tout ce qu'elle étudie, osera tourner son mental vers le monde causal, non plus formel, mais subtil, qualitatif et relié à la conscience, grâce au pouvoir du mental abstrait, alors elle entamera la nouvelle révolution scientifique tant attendue. On commence déjà à en sentir les prémices avec la physique quantique, qui tend à inclure la conscience dans ses équations. La science de l'avenir ne sera plus seulement à l'origine des découvertes
des lois de la matière et des nouvelles technologies qui en découlent, mais à l'origine de la découverte des lois de l'âme et des justes relations qui en découlent. Nous ne résistons pas à la tentation de vous citer Max Planck, l'un des pères de la physique quantique, qui prouve justement que la science entame réellement cette révolution. Il dit « Toute la matière trouve son origine et existe seulement en vertu d'une seule force. Nous devons supposer derrière cette force l'existence d'un esprit conscient et intelligent. » C'est énorme. La révolution scientifique est en cours. De plus, cette pensée nous montre combien vivre scientifiquement, c'est apprendre à considérer des hypothèses qui dépassent le cadre de nos vérités bien connues. Mais aussi d'en accepter les conclusions, comme le suggère cette deuxième citation de l'ex-président du département de physique de Manchester, Henry Lipson, qui dit « Je pense que nous devons reconnaître que la seule explication acceptable est celle de la création. Je sais que ceci est frappé d'hérésie par les physiciens. Mais si une théorie est soutenue par l'évidence expérimentale, comme c'est le cas aujourd'hui, nous ne devons pas la rejeter parce que nous ne l'aimons pas. » Voilà une attitude réellement scientifique, qui résumerait bien d'ailleurs la conférence que nous n'avons pas faite et qui s'intitulait « Vivre l'âme scientifiquement ». Car vivre scientifiquement en tant qu'âme invite à suivre sans cesse le courant évolutif des idées nouvelles qui germent des grandes lois qui gouvernent notre univers. Et c'est aussi se laisser rectifier par la justesse de ces courants de vie et de conscience. Et ceci, même si, personnellement, nous n'apprécions pas les conclusions de nos recherches. Et surtout, si cela revient à remettre en question nos anciennes certitudes. Nous ne nous attarderons pas plus ce soir sur le sujet, mais voilà quelques idées qui donnent des pistes de réflexion concernant le monde scientifique en devenir et notre contribution en cherchant à vivre l'âme scientifiquement. Et cela ne vous étonnera certainement pas, mais le domaine de la psychologie, le thème de ce soir, est en lien direct avec le domaine scientifique. Il est vrai qu'on a souvent opposé les sciences dures, qui s'occupent de l'aspect tangible, matériel, quantifiable, aux sciences molles, qui s'occupent beaucoup plus de l'aspect qualitatif, relationnel. D'où l'émergence des sciences sociales, comme la sociologie, l'anthropologie, sciences politiques, sciences économiques, mais aussi, du coup, la psychologie. Qui dit science dit loi, recherche et compréhension des lois qui régissent tel ou tel domaine. D'ailleurs, l'étymologie du mot psychologie signifie loi de la psyché, bien qu'on ait oublié la signification de psycho en grec, qui veut dire l'âme. La psychologie serait donc l'étude et la compréhension des lois de l'âme. Et pourtant, la psychologie jusqu'à maintenant ne s'est pas encore véritablement intéressée à l'âme, laissant cela à la religion, à la spiritualité. La psychologie a considéré la psyché comme la vie intérieure, mais émotionnelle et mentale de l'humain. Et ce, à juste titre. Car c'est de cela dont l'humanité a besoin lorsqu'elle sort de la conscience de masse et cherche à construire sa personnalité. À ce moment-là, sa vie intérieure devient avant tout émotionnelle et mentale concret. Et à mesure que cette personnalité se développe, elle découvre une complexité d'instances en elle qui l'anime et qui la pousse dans des directions différentes, voire opposées. C'est une véritable bataille qui commence en elle. C'est la psychologie de l'ère des poissons qui s'est d'ailleurs attelée à résoudre ces dualités, ces crises et ces difficultés que tout et chacun rencontre le long de ce chemin qui consiste à connaître, maîtriser et unir ces trois corps en une unité coordonnée et créatrice que l'on appelle une personnalité. Elle a accompagné, et elle accompagne encore des millions de personnes vers une certaine harmonie avec elles-mêmes et avec leur entourage. D'ailleurs, les gens qui consultent un psychologue sont pour la plupart en quête d'un bien-être personnel, mental et émotionnel, pour améliorer leur qualité de vie intime,
affective et relationnelle, mais aussi pour mieux se connaître en tant que personnalité individualisée. En fait, derrière tout cela, il s'agit d'une recherche indispensable d'unité avec soi-même. Et heureusement que les psychologues sont là pour nous aider à y voir un peu plus clair et à harmoniser toutes ces dualités. Car, nous le disons à chaque fois, mais cette étape d'une consolidation personnelle qui va avec une certaine stabilité émotionnelle et mentale est indispensable et pas si facile à développer. Donc, un grand merci aux psychologues qui accompagnent cette phase de vie. Néanmoins, si la psychologie actuelle est adéquate donc pour tous ceux qui sont sur le chemin de la construction de la personnalité, il faut reconnaître qu'elle n'est pas adaptée à tous ceux qui, de plus en plus nombreux, foulent le sentier du retour, ou dit autrement, ceux qui cherchent à construire l'antakarana, ou le pont entre la personnalité et l'âme, que nous avons vu avec l'éducation la dernière fois. Pourquoi n'est-elle pas adaptée? Car cette étape fait apparaître de nouvelles dualités, pas encore investiguées et connues de la psychologie actuelle. À ce moment-là, la vie intérieure ne se limite plus seulement au corps émotionnel et au mental concret. La vie de l'âme commence à entrer en jeu consciemment. Des dualités majeures entre la conscience de groupe sur laquelle l'âme ouvre et la conscience personnelle récemment développée s'accentuent de plus en plus. Et un des problèmes majeurs que va devoir traiter la nouvelle psychologie pour pouvoir résoudre ces nouvelles dualités est que notre approche de l'âme est encore bien trop émotionnelle, bien trop mystique et bien trop peu mentale et psychologique. En effet, il est maintenant indispensable de pousser plus loin l'approche uniquement mystique, uniquement sensible de l'âme. Il est vrai que pour beaucoup, le domaine du spirituel, du divin, est considéré comme la chasse gardée de la sensibilité, et que le mental n'aurait aucun droit de citer. La peur du mental concret, qui tend à nier le subtil, en est la cause. Et c'est bien compréhensible, tant le mental concret peut être en effet enfermant. Mais c'est méconnaître la partie du mental abstrait qui, lui, est justement sensible à tout ce qui est subtil et universel, mais d'une manière non émotionnelle, non sentimentale. C'est ce qu'on appelle parfois la claire et froide lumière de la raison pure. C'est vrai que ça peut être un tantinet repoussant quand on a l'habitude de formules comme la douce et réconfortante lumière rose de l'amour. Et puis, il est tellement plus agréable d'avoir le loisir de vaquer à sa guise dans le monde de l'âme et de s'inventer tout un monde imaginaire qui répond à nos propres désirs, plutôt que de chercher à comprendre les lois de l'âme, ces lois d'un autre règne de la nature, lois de groupe, qui remettent en question toutes les lois personnelles sur lesquelles s'est construite la personnalité. Voilà pourquoi l'émotionnel n'a pas envie de voir le mental mettre le nez dans ses affaires. Et pourtant, c'est l'avenir de la psychologie de l'âme. Il faut tout de même reconnaître que la démarche sensible nous a permis de nous ouvrir à ces dimensions plus grandes et plus subtiles de l'être. Mais si l'outil principal de perception reste le corps émotionnel, même utilisé sur des niveaux subtils, notre perception reste vague, nébuleuse et peu précise. L'âme est alors perçue comme une source de lumière plus ou moins diffuse, comme une source d'énergie puissante et aimante dont on ne peut pas dire grand-chose de plus, si ce n'est l'effet que cette présence lumineuse nous procure. Par exemple, calme, paix, enthousiasme, espoir, parfois exaltation, voire extase, et bien d'autres émotions qui colorent la gamme du corps astral même supérieur. Tout cela est passionnant, mais ne parle en rien de l'âme, seulement de nos émotions à nous, de l'effet que cela nous fait. Et même quand le mental a été un tant soit peu développé, comme c'est souvent le cas entre nous, quand nous avons construit justement les premiers contacts mentaux avec l'âme, et que nous sommes alors naturellement mis en face de sérieuses dualités entre la nature de l'âme qui est groupe
et notre vie extrêmement personnelle. Pour autant, l'approche émotionnelle n'a pas totalement disparu. Ces dualités du sentier de retour entre l'âme et la personnalité sont alors encore trop souvent perçues émotionnellement au lieu de l'être mentalement. Nous avons alors tendance à dramatiser excessivement ces dualités, au lieu de les approcher sereinement. Le corps astral ou corps sensible nous fait percevoir le monde de la dualité comme des forces opposées irréconciliables. Commence alors une bataille entre des paires d'opposés d'une telle violence qui amène parfois l'aspirant à la limite de ce qui est supportable. Les hauts et les bas sont si intenses, si contradictoires, qu'ils semblent impossibles à résoudre. C'est le fameux Kurukshetra, le champ de bataille dont parle si bien la Bhagavad Gita. Le bien, le mal, le divin, l'humain, l'attraction vers l'esprit, l'attraction vers la matière, la lumière de l'âme, l'obscurité de la forme, le vrai, le faux, l'unité du tout, la séparativité de la partie, toutes ces paires d'opposés, et bien d'autres, semblent se battre en nous, sans pouvoir réellement trouver une issue. Nous passons sans cesse de l'une à l'autre, sans jamais trouver la voie du milieu. Ainsi, la vie peut être vécue de manière excessivement dramatique et souffrante, en alternant violemment entre des périodes de bien-être délicieux et passionné, et des périodes de mal-être tout autant passionnées mais repoussantes. Et tout comme la psychologie classique a aidé l'humanité en proie aux dualités mineures concernant essentiellement le monde de la personnalité, eh bien la psychologie évolutive, elle nous invite à développer une perception, une sensibilité et une interprétation mentale de ces dualités entre l'âme et la personnalité, entre le monde de la vie de groupe et le monde de la vie individuelle. Seulement ainsi, nous pourrons cheminer en toute sécurité sur la voie du milieu qui s'élève entre les paires d'opposés et découvrir ce qu'est vraiment le service à toute l'humanité. Eh bien, voyons maintenant ce que ça change justement, cette approche plus mentale, plus psychologique, et aussi sur quel autre principe s'appuie cette nouvelle psychologie. Eh bien, tout d'abord, l'âme n'est plus perçue comme une simple lumière, une simple énergie, mais comme une énergie qualifiée, comme une lumière qualifiée. L'âme est perçue comme une source de qualité reconnaissable et identifiable, qualité à la fois unifiée et différenciée. En fait, c'est comme si l'on changeait de lunettes pour regarder la même réalité. Là où le mystique imagine l'âme comme un soleil rayonnant, par exemple, le psychologue voit une qualité précise qui cherche à s'exprimer. Là où le mystique imagine une vague unité diffuse et mélangée, le psychologue perçoit une unité détaillée. Là où le mystique imagine un grandiose dessein qui nous pousse inéluctablement vers une destination indescriptible, incommensurable et dépassant totalement l'individu, le psychologue perçoit à l'intérieur de ce dessein un plan, une intention précise de l'âme dans l'espace et dans le temps, en mettant en lumière le rôle de l'humain dans cette grande histoire. Finalement, on pourrait dire que le psychologue de l'avenir est un mystique devenu scientifique et pratique, grâce à l'utilisation de son mental en plus de sa sensibilité. Et pour comprendre pleinement cette nouvelle psychologie de l'ère du Verseau, il est nécessaire de prendre un peu de hauteur et d'admettre de travailler sur des hypothèses éprouvées et expérimentées par de nombreuses âmes avant nous. C'est seulement ensuite que nous pourrons valider ou invalider ces hypothèses en fonction de la qualité des réponses qu'elles permettent d'apporter, et ce, même si nous ne les apprécions pas spécialement personnellement. Vivre scientifiquement. Alors, voici quelques-unes de ces hypothèses qui partent toujours du global au particulier. Première hypothèse, tout est conscience, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Chaque unité, deuxième hypothèse, chaque unité de conscience rayonne une qualité qui répond à un dessein
qui l'inclut et le dépasse. Troisièmement, la conscience planétaire est animée par la qualité d'amour-unité. Et le plan sur Terre consiste à révéler cette qualité. Quatrièmement, pour cela, cette qualité d'amour-unité se diffracte en 7 rayons, 7 qualités émanant de l'unité. 7 qualités qui donnent naissance à toutes les formes de vie et conditionnent tout ce qui existe. Là où le mystique imaginait une seule lumière diffuse, ou une lumière blanche se diffractant en 7 couleurs, le psychologue voit une grande qualité relayée par 7 qualités que l'on appelle les 7 rayons. Et pour rester sur l'humain, ce sont ces qualités de l'âme qui vont lui conférer sa note de fond, qui va colorer sa vie, qui va lui donner son magnétisme, son rayonnement. C'est cela qui va faire ce qu'il est, qui va faire qu'il va être plus ou moins sensible à telle ou telle activité, telle ou telle ligne de pensée. Il s'agit de la qualité principale qui va orienter et qualifier sa vie, ses relations et ses pensées. C'est cette qualité qui va chercher à l'influencer et influencer tout son entourage. 5e proposition, tout humain et toute l'humanité a pour objectif de découvrir et d'exprimer consciemment cette qualité d'être, de rayon qui l'anime, pour participer au grand chantier collectif d'amour-unité. Pour cela, de vie en vie, cette qualité se découvre, s'apprivoise, s'affine, se peaufine et finalement réussit à s'imposer comme qualité majeure, rayonnante et pleinement assumée. C'est ainsi que l'âme apporte consciemment et pleinement sa quote-part, son service au grand projet d'amour-unité en cours. Voilà quelques hypothèses des grands principes sur lesquels se base la psychologie du futur. Elles permettent de replacer l'individu au sein de l'ensemble. Le tout et la partie peuvent alors s'articuler dans une réflexion et une créativité inclusive qui répond à un sens profond et universel, un sens à la fois transcendant et immanent. Mais si les grandes lignes théoriques peuvent être tracées et même assez facilement se concevoir, en ce qui concerne la pratique, c'est une toute autre histoire. Car même si les qualités sont toujours là, en potentiel, en chacun d'entre nous, elles ne pourront s'exprimer entièrement seulement lorsque nous en serons pleinement conscients. Seulement quand nos 3 corps seront suffisamment disciplinés, subtils, autrement dit, quand nous serons suffisamment impersonnels pour laisser passer naturellement cette énergie qualifiée à travers nous. Or, actuellement, notre manque d'impersonnalité, nos excès d'importance personnelle, séparés du reste du vivant, déforment, voire inversent ces qualités. Dit autrement, l'humain convertit en personnel une qualité qui a pour vocation à rester impersonnelle et universelle. C'est ainsi que prennent forme les mirages. En d'autres termes, les mirages, ce qu'on a dit les défauts. En d'autres termes, le mirage, c'est toutes nos croyances et opinions personnelles que nous croyons certains et à partir desquelles nous construisons notre vie, incarnant ainsi une réalité bien éloignée de ce que nos qualités essentielles cherchent à déployer. Tout le temps de l'évolution, ces mirages ou déformations de la réalité sont nécessaires. Ils nous permettent d'expérimenter et d'apprendre. Mais en évolution, le contact avec l'âme nous les fait percevoir comme étant illusoires, souvent nocifs et empêchant de plus justes relations. C'est de là que naissent en nous les dualités propres au chemin du retour. Ramenons ces concepts un peu plus proches de notre réalité et essayons de comprendre ces qualités et leurs déformations, leurs mirages. Et pour ne pas surcharger la conférence, nous vous proposons d'éclaircir les 3 rayons majeurs sur lesquels nous avons mis beaucoup l'accent cette année. L'objectif étant surtout de donner un aperçu. Ces 3 rayons sont le rayon 1 de volonté-puissance, le rayon 2 d'amour-unité et le rayon 3
d'intelligence créatrice. Les 4 autres rayons étant une expression plus détaillée du 3e rayon. Profitons-en aussi pour rappeler que tout est rayon, tout est énergie qualifiée. Donc, nos 3 corps, ainsi que notre personnalité, vibrent aussi sur un rayon particulier, une qualité particulière. Mais ils ne trouveront leur juste expression seulement lorsque le rayon de l'âme, dans sa qualité supérieure, aura réussi à s'imposer dans la vie de l'individu. C'est-à-dire quand l'âme réussit à piloter consciemment son outil, son véhicule, et n'est plus entravée par les déformations d'un ou plusieurs de ces véhicules. Cela explique que suivant les périodes de vie, nous pouvons ressentir des dualités de différentes natures en fonction que ce soit le rayon mental, émotionnel, physique, de la personnalité ou de l'âme qui se présente comme une déformation majeure à traiter. Mais au départ, on peut avoir l'impression d'être animé par tous les rayons sans vraiment pouvoir discerner d'où ils viennent et à quel corps ils appartiennent. C'est tout à fait normal car il faut un peu de temps pour apprendre à mieux se connaître. Ce que la nouvelle psychologie a pour vocation justement d'apporter et d'accompagner la connaissance de soi en tant qu'énergie qualifiée et ordonnée. Cette combinaison de rayons, que l'on appelle parfois une carte de rayons, se clarifie au fur et à mesure de la connaissance de soi. Nous ne rentrerons donc pas aujourd'hui dans ces détails, mais si vous souhaitez approfondir le sujet, nous vous invitons à vous procurer le nouveau livre de Patrice et Frédéric Brasseur, Le pouvoir guérisseur de la carte de rayon, aux éditions Solidaires. Et pourquoi pas aussi vous inscrire aux nouveaux ateliers que nous proposons en 2025 sur la connaissance de soi. Car rien ne vaut l'expérimentation et la recherche en commun pour se familiariser avec ces notions. Ceci dit, commençons avec le rayon 1, qui relaie la qualité de volonté-puissance. Elle confère aux âmes rayon 1 une vision claire du plan global et impersonnel de la volonté de l'être planétaire. Il s'agit d'une vision large, inclusive, qui voit loin. C'est une vision totalement détachée des formes, car ces âmes sont conscientes qu'il n'y a pas de plan pour les formes, que le plan concerne avant tout et uniquement l'évolution de conscience. C'est ce détachement des formes qui leur donne toute la puissance pour avancer dans cette direction sans jamais dévier de cette feuille de route divine, quelles que soient les circonstances extérieures. On peut dire que les âmes rayon 1 sont le relais de la volonté de l'être en qui nous avons le mouvement, la vie et l'être. Mais lorsque cette qualité est mal interprétée par une personnalité encore trop autocentrée, cela donne naissance à une vision et une volonté personnelle qui s'impose avec force et sans aucune considération pour l'entourage. C'est le mirage d'avoir raison tout seul, ainsi que celui de la négation de tout ce qui ne correspond pas à sa petite vision personnelle, qu'elle prend pourtant pour si grandiose et universelle. Aussi, le mirage de la toute-puissance, si commun aux dictateurs, vient de la déformation de cette première qualité. Même si, actuellement, il y a encore peu d'âmes rayon 1 sur Terre, n'oublions pas que le rayon 1 se propose et se vit à plusieurs échelles. Et lorsque le rayon 1 anime l'un de nos corps, que ce soit le corps mental ou la personnalité, nous aurons une tendance à être attirés par le pouvoir, à aimer être le chef d'une structure, petite ou grande. C'est là que la déformation nous guette, et qu'il devient indispensable de savoir reconnaître les différentes expressions de cette qualité pour ne pas laisser les déformations prendre le pouvoir. Et bien souvent, la vision claire manque quand il s'agit de nous-mêmes. Bien, continuons notre exploration par le deuxième rayon, celui de l'amour-unité, ou amour-sagesse, qui nous parle avant tout d'une qualité d'être. La qualité du deuxième rayon confère aux âmes rayon 2 la capacité de percevoir et vivre l'unité de conscience au-delà des apparences, permettant d'inclure toute forme de vie en un tout solidaire, de ne jamais perdre de vue cet état d'être, d'unité planétaire, au sein duquel toutes les consciences évoluent à leur rythme.
C'est une perception constante d'une unité détaillée, où chaque partie, quel que soit le degré d'évolution, est entièrement reconnue au sein de ce tout. C'est un amour infini et totalement dépourvu d'affect. Mais lorsque cette qualité est déformée par une personnalité égocentrée, cet amour inclusif et impersonnel se mue alors en amour attachant, sentimental et totalement exclusif. C'est le mirage du sentiment. Il s'étend d'une sexualité passionnée à l'amour enflammé pour son âme, ou même Dieu, en passant par un sentiment d'amour personnel pour ses proches, sa famille, ou même ses animaux de compagnie. Mais aussi et surtout un amour de soi, qui se traduit par un excès d'attention personnelle, tant pour ses problèmes que pour ses réussites. Tous ces sentiments que l'on prend pour de l'amour sont des mirages sur le sentier du retour, du fait qu'ils oblitèrent cet amour plus grand et impersonnel qui cherche à se manifester et qui lui seul sera à même de créer de plus justes relations entre tous. Car dans les brumes du mirage du sentiment, il n'y a pas de place pour un véritable amour plus grand. Alors attention, gare à tous ceux quand même qui ont tendance à traduire ces idées de façon trop émotionnelle, c'est-à-dire avec le manque de discernement et le manque du sens des proportions qui caractérisent justement l'émotionnel. Je pense notamment à tous ceux qui ont du rayon 6 dans leur carte de rayon, qualité d'idéalisme et de dévotion. Il ne s'agit aucunement de couper tout lien avec sa famille ou ses amis. Ces relations ne sont un mirage seulement lorsqu'elles priment et empêchent de s'ouvrir à une unité plus grande. Bien, ceci dit, revenons à notre rayon 2 et évoquons quelques autres mirages de ce rayon pour se rendre compte que la gamme des expressions de chaque rayon est beaucoup plus variée que cela. Par exemple, les âmes rayon 2 ainsi que les autres rayons pairs, rayon 4 et rayon 6, sont sur la ligne du cœur, contrairement aux rayons impairs qui sont plus sur la ligne de la tête et du mental. Cette ligne du cœur se caractérise par une hypersensibilité à l'ensemble, qui permet justement l'inclusivité dont nous avons parlé. Mais quand cette sensibilité est déformée, mal orientée, elle devient hypersensible à soi-même et donne naissance par exemple au mirage de la peur, du découragement ou du doute, sans plus pouvoir percevoir l'amour qui gît derrière les événements du temps. La capacité des rayons 2 à aimer et tout inclure peut aussi se transformer en amour des formes et en une attraction et une consommation compulsive de biens matériels et de relations émotionnelles. Ce qui les isole d'un contact d'âme à âme en cultivant le lien d'émotionnel à émotionnel dans un désir inconscient de reconnaissance. C'est pourquoi il est dit concernant le rayon 2 que l'amour d'attirer à soi doit dominer. Mais dans le monde de la forme, physique, émotionnelle et mentale, ce pouvoir doit un jour cesser. Que ce soit une attraction de conscience et non pas de forme. Ou encore, l'amour de l'amour doit dominer, non l'amour d'être aimé. Voici le genre de pensée qui peut nous conduire hors du mirage. Nous y reviendrons. En attendant, continuons notre exploration avec le rayon 3. La qualité du troisième rayon, de l'intelligence créatrice, confère aux âmes rayon 3 une capacité d'être sensibles aux idées évolutives, aux idées qui servent le plan. Et ceci grâce au silence d'un mental abstrait développé. Ces âmes ont la capacité d'adapter, vulgariser ces idées pour les faire circuler de manière intelligente aux personnes qui ont la capacité de les recevoir. Elles ont la capacité de rendre claires, intelligibles et simples des idées abstraites et complexes. Ce sont des artistes de la manipulation des idées, au bénéfice de ce grand plan d'amour-unité. Mais lorsque la personnalité s'en mêle, de façon personnelle, comme toujours, ça se gâte. Le mirage de la manipulation mentale et émotionnelle, pour arriver à ses fins personnelles, devient alors leur réalité.
Le silence du mental abstrait cède la place au tumulte du mental concret, d'où jaillissent d'innombrables idées, projets, des pseudo-illuminations, toutes plus personnelles les unes que les autres, mais qui sont vendues avec cet art de la manipulation pour les plus utiles à l'ensemble. Et au lieu d'être de calmes phares indicateurs du chemin du retour, ils deviennent des illusionnistes tourbillonnants, se perdant eux-mêmes, tout comme les autres dans le brouillard de leurs idées, sans véritable sens évolutif. En étant certains que seule leur magnifique, originale et indispensable pensée sauveront le monde, ou tout du moins les âmes égarées qui se laissent hypnotiser par leurs belles idées. C'est ici que naît le mirage de la créativité à des fins personnelles, qui l'empêche de participer à l'œuvre commune. D'autres mirages retiennent prisonniers les âmes ou les personnalités rayon 3, comme le mirage de l'efficacité, qui l'empêche de voir l'importance de la qualité dans les relations, tant il est passionné d'efficacité ou de technologie. Ou bien le mirage de la définition et du savoir, qui consiste à croire que lorsque l'on a compris quelque chose, et les rayons 3 comprennent vite et bien, c'est pareil que le vivre. Tellement pour eux la connaissance est vivante. Mais du coup, ils ne prennent pas le temps de se laisser transformer par la vie d'une idée et se focalisent déjà sur la suivante. Ou encore le mirage de la liberté personnelle, qui l'empêche de se donner un véritable travail de groupe, de peur de perdre sa liberté tant aimée. Un jour, il comprendra que la véritable liberté est celle d'être libre et libéré de ses résistances à travailler en groupe. Nous y reviendrons. Eh bien voilà un bref aperçu des lignes qui relient la qualité à la déformation et la déformation aux qualités en ce qui concerne les 3 premiers rayons. La compréhension et la mise en évidence de ce lien est la traduction psychologique d'une vérité ésotérique ancestrale sur laquelle se basera tout psychologue de l'âme, qui est la suivante: l'esprit, c'est de la matière qui vibre à son degré le plus subtil. Et la matière, c'est de l'esprit qui vibre à son degré le plus dense. Ce qui, dans notre cas, pourrait se décliner par la qualité est un défaut qui vibre à son degré le plus subtil. Et le défaut, c'est la qualité qui vibre à son niveau le plus dense. Cette perception du lien indissoluble qui relie la qualité au défaut et le défaut à la qualité va nous permettre et permettre aux psychologues d'aider l'humanité à sortir de l'impasse des paires d'opposés, dans laquelle beaucoup d'aspirants disciples et encore beaucoup d'entre nous se trouvent coincés. Je m'explique. Plus nous approchons de l'âme en nous, donc plus nous prenons conscience de la réalité et de l'importance de ces qualités essentielles, plus nous ressentons la nécessité de les incarner au quotidien. Mais en même temps, grâce à ce qu'on appelle ésotériquement la lumière qui choque, nous voyons de plus en plus clairement nos imperfections momentanées et combien du coup les mirages dominent encore dans notre quotidien. Ce moment est une prise de conscience très importante, car c'est l'un des premiers résultats du véritable contact avec l'âme. Être choqué par l'ampleur des mirages qui emplissent nos vies. Alors que nous pensions être arrivés dans une certaine mesure à quelque chose de déjà pas mal, à avoir développé une belle personnalité. Mais cette lucidité conférée par l'âme, en nous, peut parfois nous plonger dans un tel désarroi, voire une telle dépression, que l'aide d'un psychologue éclairé et connaissant ces processus psychologiques évolutifs devient indispensable. Car le psychologue conventionnel risque alors de réanimer les qualités personnelles de l'individu, le pousser à mettre l'accent sur ses compétences, ses savoir-faire, ses excellences qui ont été jusqu'à maintenant source de satisfaction et d'épanouissement, le retenant ainsi dans le monde de la personnalité, là où l'âme cherche justement à ce que la personnalité se détache de l'importance, en tout cas de son importance personnelle, pour pouvoir laisser la place aux qualités d'âme plus impersonnelles et essentielles au bien de tous. Car c'est en apprenant à mourir à soi-même que l'on renaît à son véritable soi. Ces crises d'intégration de l'âme devraient être considérées, et le seront de plus en plus,
comme un signe que la personne a atteint un degré relativement élevé sur l'échelle de l'évolution, et qu'elle est prête pour être initiée au 5e règne de la nature, au règne de la vie de groupe. Et le psychologue d'avenir apprendra à encourager ces personnes, à persévérer sur leur chemin, au lieu de cultiver toute forme d'inquiétude à leur égard ou en cherchant à vivifier leur grandeur passée. Maintenant que nous avons éclairci cela, voyons comment cette attitude plus mentale, plus psychologique, va nous permettre de dissiper les mirages au lieu de rester coincés entre les paires d'opposés, à cause de notre hypersensibilité mystico-émotionnelle. Comme nous l'avons évoqué au début, lorsque nous percevons le monde avec notre sensibilité émotionnelle, donc nous avons une fâcheuse tendance à considérer la qualité comme le bien et le défaut comme le mal. Nous aimons, nous désirons ardemment cette qualité et nous détestons farouchement ses défauts. C'est pourquoi nous cherchons à éliminer ces défauts, ces mirages, des fois en envoyant même dessus une vague de lumière et d'amour mystique, ce qui a malheureusement pour effet de donner encore plus d'énergie aux mirages et de les renforcer. Car c'est une des règles d'or de la nouvelle psychologie, l'une des règles d'or de la nouvelle psychologie, c'est que l'on ne dissipe pas les mirages avec la lumière de l'âme, mais avec la lumière du mental illuminé par l'âme. Traduit psychologiquement, cela signifie qu'il ne s'agit pas d'invoquer l'énergie immatérielle de la lumière, aussi belle et puissante soit-elle, mais plutôt la puissance d'une pensée claire et vivante, animée et inspirée par la qualité de l'âme. C'est une subtile différence, mais fondamentale. On y reviendra aussi. Pour l'instant, il est essentiel de comprendre que c'est notre perception mystico-émotionnelle qui nous fait vivre ce passage comme une violente bataille entre les paires d'opposés et que nous l'accentuons par manque d'attitude psychologique, calme et mentalement sensible aux qualités de l'âme. D'ailleurs, résumons ces deux attitudes par deux schémas. À gauche, le premier schéma étant la voie mystico-émotionnelle, avec un trait horizontal qui sépare la qualité du défaut, sans aucun lien entre les deux, où nous passons de l'un à l'autre dans une perpétuelle bataille, sans jamais trouver la voie du milieu. Le deuxième schéma à droite, donc c'est le schéma représentant la voie psychologique, avec la qualité toujours en haut, et le défaut, le mirage, toujours en bas, mais avec une ligne verticale qui les relie, sans jamais les séparer. D'ailleurs, la psychologie de l'âme permet toujours de discerner les choses sans séparer. Voyons maintenant les 4 étapes qui vont être nécessaires pour résoudre ces dualités en une synthèse fluide et dissiper les mirages. 4 étapes, 4 temps. Observation, réception, traduction, transformation. L'observation, premier temps. N'oublions pas que parfois, on nomme d'ailleurs l'âme l'observateur. Ce point de paix en nous, qui a la capacité d'observer calmement le monde des formes, et ici en l'occurrence, le mirage. Cette observation peut et doit se faire sans aucune dramatisation, culpabilité ou toute autre émotion, mais seulement empreinte d'un sentiment de compréhension aimante. C'est une observation détachée et à la fois impliquée et détaillée de cette attitude qui maintenant doit être dépassée. Donc le mirage. Il s'agit de voir clairement les conséquences négatives que cette attitude génère dans sa propre vie et dans celle de son entourage proche. Mais aussi et surtout, combien elle contribue à nourrir les attitudes involutives dans le monde. Il est aussi important d'observer clairement que ce mirage individuel fait partie intégrante d'un mirage collectif mondial.
en notant précisément des expressions de ce même mirage dans la famille humaine, ainsi que les conséquences que cela engendre. Cela a pour objectif d'apprendre à globaliser le problème, à se décentrer tout en étant pleinement impliqué, de toujours relier la partie à l'ensemble. Cette phase d'observation est importante car elle permet d'identifier clairement le problème et de déterminer sur quelle ligne de rayon il se trouve, tout en créant un premier détachement, une prise de recul calmement réalisée. Deuxième temps, après l'observation, la réception. C'est un temps de silence profond, où l'on détourne momentanément son attention du problème pour réorienter toute sa concentration mentale sur la qualité de rayon qui pousse à l'arrière-fond. La qualité d'amour-unité pour le rayon 2, d'intelligence créatrice pour le rayon 3, et ainsi de suite. Pour un mirage rayon 3, et ainsi de suite. C'est un temps abstrait d'inspiration, de réceptivité active, où on cherche silencieusement à vibrer à l'unisson de cette grande qualité de l'âme une, de l'être en qui nous avons l'intelligence, l'amour et la volonté. C'est une réceptivité de groupe, pour le groupe, puisqu'on sait que nous ne sommes pas seuls à faire ce travail. C'est un travail d'équipe en utilisant le mental abstrait. Cette étape permet de se relier à la source des solutions, à se décentrer dans un centre beaucoup plus universel et réel. Troisième étape, après l'observation et la réception, la traduction. C'est la phase la moins facile, car elle va demander de traduire en pensée claire et intelligible ce qui s'est déposé dans la phase de réceptivité. Une pensée issue de cette grande qualité de rayon, mais traduite un cran plus bas. On pourrait presque la situer sur le schéma, sur la ligne verticale, un cran plus bas. C'est une pensée vraie et évolutive pour l'âme, qui invite au prochain pas sur ce fil qui relie le défaut et la qualité. Ce n'est pas quelque chose de trop inatteignable pour l'instant ou trop général, qui n'ait pas suffisamment de consistance en nous pour venir dissiper et remplacer le mirage qui, lui, est bien consistant. Souvent, le manque de mental nous fait seulement invoquer l'amour avec un grand A, ou la volonté ou l'intelligence, de manière si peu précise, tellement générale et diffuse, telle une platitude spirituelle, que cela n'a aucun effet face au mirage. Pour le dissiper, il va falloir une pensée claire et vivante. Ce n'est pas non plus des pensées trop basses, comme des yaka faucons à la légère, ou comme je devrais faire ceci et cela, comme des vieux pieux qui vont arriver en début de chaque année. Non, ce sont des pensées qui sont de véritables valeurs d'enseignement. Des pensées qui ont le pouvoir de stimuler un nouvel état d'être intérieur, de nouvelles qualités d'être, qui modifient notre perception de la vie. Des pensées qui ouvrent un espace de conscience incarnable, et pourtant tellement plus vrai et réel, qu'elles ont le pouvoir de dissiper le mirage comme le soleil dissipe le brouillard au petit matin. D'autre part, c'est une pensée à affiner au fur et à mesure des méditations sur ce sujet, jusqu'à ce que l'on sente bien que lorsqu'on la prononce, qu'on la vit, son contenu soit en correspondance avec le mirage. Car parfois une idée peut être vraie, claire et vivante, mais ne pas correspondre au mirage que l'on souhaite dissiper. Par exemple, l'idée vraie et évolutive que toute vérité est de nature relative et temporaire peut venir dissiper le mirage, par exemple, de la certitude de la véracité de ses propres idées, mais n'aura aucun effet sur le mirage de la peur, par exemple. Bien, voyons ensemble quelques idées vraies et évolutives, ainsi que le mirage correspondant. Bien entendu, donc, il y en a plein d'autres, et chacun est invité à trouver les pensées les plus à même d'évoquer en lui un nouvel état d'être. Mais ça permet de comprendre le processus. Pour le mirage rayon 1, consistant par exemple à imposer naturellement sa propre vision, sans vraiment laisser les autres libres, il peut être utile de laisser résonner en soi la pensée suivante. Laisse libre les autres d'avancer
selon leur vision. Car ils ont besoin de la même liberté que tu réclames toi-même pour avancer. Apprends à suggérer, non à imposer. D'autre part, pour le mirage de l'insensibilité du rayon 1 qui souvent le coupe des autres et l'isole dans sa pensée unique, une autre idée peut l'aider à dissiper ce mirage. Entre dans le cœur de tes frères. Et quand tu te sentiras un avec eux, alors seulement pense. Pour le mirage rayon 2, de l'attachement affectif, qui restreint l'individu dans le cercle de ses affections, nous pouvons chercher à rejoindre la vie de la pensée que le Tibétain donne à ses disciples ayant du rayon 2 dans leur carte de rayon pour qu'ils méditent dessus. En tant qu'âme, tu appartiens maintenant au monde, et non plus seulement à une poignée de tes proches. Et si ce mirage touche particulièrement la famille, ce qui est très courant, même chez les disciples relativement avancés, cette idée peut être affinée. Par exemple, la reconnaissance de tous les soi ouvre la porte de la famille humaine et planétaire. Trouve la joie dans cette relation. Pour le mirage, rayon 3, des continuels projets, continuelles idées sans véritable sens commun, qui a pour conséquence déperdition et mauvaise utilisation de l'énergie, nous pouvons trouver un nouvel élan dans la pensée suivante. Seul dans le profond silence, relié à tous nos frères, les idées d'avenir trouvent un terrain fécond. Et pour le mirage de la liberté personnelle à tout prix, qui le retient éloigné de tout véritable engagement dans la vie de groupe, nous pouvons travailler cette pensée. La véritable liberté de l'âme ne s'éprouve que dans la conscience de groupe, où elle est enfin libre de servir l'ensemble, et non plus les intérêts de la personnalité. Voici quelques pensées à méditer et bien sûr à affiner, jusqu'à ce qu'elles réussissent à faire force de loi en soi, jamais à l'extérieur. Seulement ainsi elles acquerront le pouvoir de transformation. Justement, passons maintenant à la 4e étape. Après l'observation, la réception, la traduction, laissons la place à la transformation. Cet 4e temps nous parle de nous laisser transformer par l'idée vraie, jusque dans notre quotidien. C'est-à-dire apprendre à considérer notre quotidien comme le terrain d'expérimentation et de transformation de l'être. De manière régulière et constante, pendant plusieurs jours, plusieurs mois, nous pouvons commencer la journée en nourrissant cette pensée, en cherchant à la faire nôtre, et en nous visualisant l'incarner, l'habiter pleinement, en ressentant cet être nouveau que nous sommes, porteur de ce nouvel état d'être, mobilisé par cette nouvelle énergie, cette nouvelle attitude que cette idée recèle. Nous pouvons accompagner cela en visualisant dans notre quotidien tout ce que cela change dans un deuxième temps et amène comme conséquence plus juste et beaucoup plus vraie comparée aux anciennes attitudes. Et en réalisant cela chaque jour un peu plus, en se laissant transformer ainsi profondément, nous dissipons notre propre mirage et contribuons à la dissipation du mirage mondial intrinsèquement relié. Cette transformation, c'est un renouvellement de la forme pensée de soi-même, jusqu'au sein du quotidien. C'est aussi sentir la transformation de la société, combien cette nouvelle attitude est également en cours d'incarnation partout dans le monde, à travers d'autres chercheurs de vérité inspirés et animés consciemment par l'énergie de ces grandes qualités de rayon au service du bien commun. Et c'est ainsi que l'on se rend compte que le travail de la résolution des dualités est bien plus qu'un travail personnel. Il s'agit d'un travail psychologique impersonnel, où on réalise qu'on ne travaille pas pour soi,
mais que le grand œuvre de la divinité travaille à travers soi, et à travers tous les soi, pour toute l'humanité. Bien, pour conclure, 2 petits points. Le premier est que ce soir, nous nous sommes concentrés sur les qualités de l'humain. Mais une formule nous invite à reconnaître l'amour qui gît sous tous les événements du temps. Car en effet, derrière toutes les formes de vie, toutes les nations, tous les règnes et tous les événements, il y a cette grande qualité d'amour à l'œuvre. Et plus nous développerons une approche psychologique de l'âme, plus nous saurons reconnaître dans cet amour quelles sont les qualités particulières et les idées évolutives à révéler, à nourrir et à incarner pour œuvrer plus efficacement à ce grand chantier d'amour-unité. C'est par exemple ce que cette année nous avons ensemble contribué à faire, en révélant la qualité d'amour-unité qui gît derrière la religion, en accompagnant l'idée de reliance au-delà des apparences, en révélant la qualité de volonté-puissance qui gît derrière la politique, en accompagnant l'idée de l'amour au pouvoir, en révélant aussi la qualité d'intelligence créatrice qui gît derrière l'économie et la finance, en accompagnant l'idée de l'énergie libre qui appartient à tous et de l'argent comme moyen de vitaliser l'essentiel. Titre de la conférence de la finance. En révélant aussi la qualité du rayon 4 d'harmonie qui gît derrière l'éducation, en accompagnant l'idée des justes relations propres aux véritables citoyens du monde. Mais aussi celle de la qualité du rayon 5, le rayon de la qualité de la science mentale, en accompagnant l'idée de la nécessité du mental pour construire l'antakarana, ce pont conscient entre la personnalité et l'âme. Ces 2 qualités, l'harmonie et le mental, celle de l'harmonie et du mental, du 4 et du 5, se sont d'ailleurs révélées aussi ce soir sous un autre angle, avec la psychologie, en accompagnant l'idée du lien et de l'unité possible entre l'humain et le divin, que l'on peut schématiser par ce schéma. L'humain plus en lien avec cette partie basse du schéma et le qualité divin avec le haut, le lien entre l'humain et le divin. Ce qui nous amène justement au 2e point de cette conclusion, qui est aussi le titre de ce soir, le divin et l'humain ne font plus qu'un. Le fil que nous avons mis en évidence entre la qualité et le défaut, c'est ce lien invisible qui relie l'humain et le divin, le 4e règne et le 5e règne, et que nous avons le pouvoir de révéler. Lorsque ce lien devient plus psychologique, alors le divin n'est plus seulement l'être en qui nous avons le mouvement, l'être et la vie, qui est assez mystique, mais évolue vers l'être en qui nous avons l'intelligence, l'amour et la volonté. Ainsi, en remontant consciemment et progressivement le fil de ces qualités, nous fusionnerons avec ces qualités divines que nous sommes fondamentalement. Jusqu'à ce qu'un jour, nous puissions dire et réaliser que la psychologie du divin et celle de l'humain ne font plus qu'un. Voilà le dessin de la nouvelle psychologie que nous pouvons tous contribuer à faire advenir. Sur ce, nous vous souhaitons une belle fin d'année en vous donnant rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles ouvertures. Mais avant la méditation, laissons résonner le poème de Michel. Qui es-tu ? Es-tu tes instincts, tes rêves, tes certitudes ? Ou bien ces pulsions nous tiennent en servitude, cachant à nos yeux notre grandeur et notre droiture, en attendant patiemment l'éveil de notre véritable nature ? En nous, branle-bas de combat entre défauts et qualités. Nous voguons en eau trouble, pris dans 1000 opposés. Suis-je quelqu'un de bien, de pitoyable, de dépassé ? Ou n'est-ce au fond qu'un manque de volonté ?
Souvent vers l'âme, nous nous tournons pour le secours. Entière, lumineuse, semblant guider nos détours, nous cherchons refuge en elle comme dernier recours, même si, aux besoins du monde, nous devenons sourds. Ainsi, le mystico-émotionnel est une attitude obsolète, trop floue, trop vague, insaisissable conquête. Pourtant, se reconnaître en tant qu'âme est une voie secrète, mais qui réclame un mental affûté et un cœur alerte. Sinon, les illusions continuent de nous voiler, nous enfermant dans les certitudes éloignées, et nous faisons croire à une paix isolée. Alors que l'âme demande des pas éclairés et incarnés. Tout cela exige d'entrer dans les énergies qualifiées, pour mieux percer le chaos et consciemment le dépasser, transcendant ainsi les dualités entre l'âme et la personnalité, révélant le véritable amour, l'intelligence et la volonté. Ainsi, au « Qui es-tu » tu pourras répondre « Je suis un être qualifié, relayant des forces fécondes, un frère parmi d'autres, travaillant en nombre, sans jamais plus céder aux illusions de l'ombre. Il s'agit au plus profond de remonter ce fil de qualité, là où l'humain et le divin sont en réalité unis ensemble, dans une paix sacrée, et avançant main dans la main vers l'expression de l'unité.